Alors bonjour à toutes et tous, nous sommes la classe de seconde C du lycée Notre-Dame et nous sommes ici à la médiathèque pour vous parler du prix Folio. Qu'est-ce que le prix Folio? Le prix Folio permet à 600 classes de France et d'outre-mer d'élire le meilleur livre parmi la sélection des 6. Alors, au cours de cette émission, nous allons mettre à l'honneur chacun de ces 6 livres, donc Marguerite de Jackie Durand, L'ennemi d'Irène Nemirovsky, De sel et de fumée d'Agathe Saint-Maur, Il est des hommes qui se perdent toujours de Rebecca Ligeri, Le sanctuaire de Laurine Roux, mais aussi Le passeur de Stéphane Kos qui a gagné le prix Folio ce 17 mai dernier. Le prix Folio est organisé chaque année par la maison Gallimard, à laquelle nous avons eu la chance de nous rendre pour assister à la remise du prix de Stéphane Kos, comme l'a dit Victor. Je vais laisser maintenant place à mes camarades pour présenter l'ennemi. Irène, déjà une auteure importante qui a déjà fait ses preuves, mais Noé, pourrais-tu me dire quel est le cadre spatio-temporel dans ce livre? Oui, bonjour. Donc le cadre spatio-temporel de ce livre, les faits se déroulent à Paris durant la période de l'entre-deux-guerres. Je trouve le cadre vraiment très bien construit, car il nous permet de rentrer dans une différente atmosphère, celle des années folles. Ainsi, on peut vraiment s'identifier au personnage. Et au niveau des personnages, on a Michette, personnellement, on a Gabriel, pardon, personnellement, c'est mon personnage préféré. C'est une adolescente qui est le personnage principal, avec sa petite sœur tragique, car elle meurt dès le début du livre. Michette, elle mène différentes aventures. Elles sont toutes deux délaissées par leurs parents. Francine, la mère, qui est dépensière, cupide, on pourrait même la qualifier de mère indigne, et leur père, Monsieur Bragance, qui est souvent absent et qui mène son business de son côté. Et enfin, Charles, l'oncle de la famille, qui a une dimension vraiment changeante au fil du livre, car il devient l'amant de la mère, puis de la fille. ça marche. Et maintenant, Célia, toi qui as fait des recherches sur l'auteur, pourrais-tu nous en dire plus? Irène Nemirovsky, elle est née en 1903 à Kiev. Le fait que ce soit la seule autrice étrangère à avoir été retenue cette année pour le prix Folio, ça m'a fortement donné envie de lire son livre, qu'elle a écrit en 1928. L'ennemi, c'est une sorte d'autobiographie de son enfance, mais qu'elle a écrit sous forme d'autofiction, car elle n'utilise pas son vrai prénom. En plus de cela, j'ai retrouvé beaucoup de points communs entre le livre et la vie de l'auteur, comme la mort accidentelle de la petite sœur de Gabriel et la véritable mort de la sœur d'Irène. Il y a aussi la relation avec ses parents. D'un côté, sa mère qui ne l'a pas reconnue à la naissance et qui donc dans le livre est souvent absente. Et de l'autre côté, on a son père qui est malheureusement mort dans la vraie vie et qui n'est donc pas représenté dans le livre. C'est pourquoi on retrouve beaucoup de thèmes assez sombres comme la solitude, la perte d'innocence, l'abandon, la trahison ou encore la mort. Alors, à présent, Mathilde, quelles ont été tes premières impressions lors de ta première lecture de ce livre? Alors personnellement, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est la véritable quête identitaire de Gabriel. En effet, tout au long du récit, on peut voir que Gabriel se cherche, elle essaye de se construire par elle-même, malgré la solitude et le mauvais modèle de sa mère. Ce qui est également marquant, c'est la force résiliente du personnage de Gabriel. En effet, on peut voir que malgré les épreuves très difficiles qu'elle traverse, notamment la garde de sa sœur qui, elle en faisant presque à remplacer le rôle de sa mère, eh bien, elle arrive quand même, tout de même, à trouver du bonheur dans son quotidien. Oui, c'est vrai que le deuil est vraiment présent tout au long du livre. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'on peut voir les conséquences néfastes sur Gabriel, qui se sent un peu coupable de la mort de Michel. Et on peut voir d'ailleurs que malgré tout ça, Gabriel arrive à trouver son bonheur dans les petites choses telles que la lecture ou bien les balades dans Paris. De plus, dans le début du roman, on s'attache vraiment au personnage de Gabriel, puisque on la voit évoluer, grandir, mûrir sous nos yeux. Et pour finir, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'Irène Nemirovsky raconte son adolescence dans le livre,
Et donc de ce fait, on peut vraiment s'identifier au personnage de Gabri, puisqu'elle rencontre parfois les mêmes thématiques, les mêmes problèmes, elle se pose parfois les mêmes questions que nous, avec par exemple le problème de la relation mère-fille. Comme l'a dit Mathilde, ce roman présente des passages très sombres, comme au début du livre, quand la mère préfère abandonner leur enfant, boire des cocktails, etc. Cependant, il présente aussi des passages plus clairs, comme le moment du rapprochement entre la mère et la fille, que j'ai trouvé très touchant, car on attend ce passage dès le début, et il vient vraiment adoucir le roman afin de donner des côtés beaucoup plus clairs. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pu apprécier le personnage de Francine, même si j'admets qu'au départ c'est vraiment un personnage détestable dans son rôle de mère. Mais au fil de l'histoire, on peut voir une évolution positive. Elle se rend compte de ses erreurs et essaye d'être une meilleure mère pour Gabri, alors qu'à l'opposé, Gabri, elle évolue négativement, surtout dans sa relation avec Charles. C'est ce qui m'a beaucoup déplu, m'a mis un peu mal à l'aise, parce que c'est un peu un amour sans passion, sans feeling. C'est pour ça que je me suis beaucoup détachée de Gabri et plus rapprochée de Francine. C'est vrai qu'à ce moment-là, je ne savais plus vraiment qui était mon personnage préféré. En effet, on peut voir que Gabri, elle reproduit le même schéma, les mêmes erreurs que sa mère, et Francine évolue assez positivement. De ce fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on peut voir la complexité des psychologies des personnages, ce qui est assez intéressant à analyser. Et de plus, à partir de ce moment-là, on peut voir que Gabri devient un personnage cathartique. En effet, au début, elle attire plutôt de la pitié, puisqu'elle est dans une situation qui est assez difficile, et à la fin du roman, elle nous fait plutôt ressentir de la crainte, puisqu'elle reproduit le mauvais modèle de sa mère. Alors, à présent, Célia, quels sont les thèmes abordés dans ce livre? Alors, comme je l'ai déjà dit, on retrouve des thèmes assez sombres, mais c'est vrai que personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des passages de tendresse et d'amour avec la construction d'une relation mère-fille entre Francine et Gabri, ce que j'ai trouvé très touchant à lire. Alors, ce livre, malgré qu'il ne soit pas très récent, il aborde des thèmes qui nous parlent aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, j'invite mes camarades qui ont travaillé sur le livre Marguerite à venir. Alors, comme nous a dit Victor, nous allons aborder le livre Marguerite, qui a été un réel coup de cœur pour notre classe. Pour commencer, Bérénice, est-ce que tu pourrais nous faire une courte présentation de l'auteur, s'il te plaît? Oui, donc Jackie Durand est né le 21 décembre 1962 et actuellement écrivain, journaliste et chroniqueur culinaire à Libération. Donc, il écrit principalement des récits centrés autour du boire et du manger. Il est diplômé du centre universitaire du journalisme et a actuellement publié 10 ouvrages dont Marguerite. Donc ce récit est un roman historique aussi émouvant qu'attachant. Il traite de nombreux sujets tels que l'amour, la prise de conscience et la place de la femme qui est très présente au cours du roman. Donc pour ce récit, il s'est inspiré des conflits au Maghreb et a transposé ce contexte dans son histoire. Merci à toi. Est-ce qu'Aloïs et Gabriel, vous pouvez nous plonger dans l'histoire de Marguerite? Oui, totalement. Donc, je vais commencer par vous faire un petit résumé de Marguerite. Donc, c'est l'histoire de Marguerite, une jeune femme durant les années de la Seconde Guerre mondiale qui, après le départ de son mari à cette guerre, devra poursuivre sa vie sans lui et faire face à l'occupation allemande. Durant cette histoire, elle rencontrera de nombreux personnages, tous les plus attachants les uns que les autres, avec qui elle tissera de nombreux liens. Enfin, j'aimerais vous partager mon avis sur ce livre. Si vous êtes friand de livres qui abordent les thèmes de la guerre, de l'indépendance ou encore de la rébellion, eh bien, je vous conseillerais tout simplement ce livre qui pourrait conquérir votre cœur, car il a conquéri le mien durant le prix Folio. Pour approfondir ce qu'a dit Aloïs, nous allons maintenant parler de la mentalité du personnage de Marguerite. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce personnage féminin est âgé d'une vingtaine d'années.
Son caractère est assez contradictoire mais plaisant. C'est une femme émotive, combative et forte qui ne baisse pas les bras. Elle est déterminée. Marguerite s'en sort toute seule malgré les difficultés et les combats. Elle a mûri très vite pendant ces années de guerre. Tout au long de l'histoire, elle reste cette héroïne courageuse. Malgré le fait qu'elle soit meurtrie, elle reste debout face à l'hypocrisie. Elle restera toujours cette femme pleine d'humanité et toujours prête à aider son prochain. Marguerite est libre, fière. Marguerite, elle aussi, entre la naïveté adolescente et la méfiance instinctive. Merci à vous. Est-ce que Perrine et Cassandre, vous pouvez maintenant nous parler de la place de Marguerite, donc de la place de la femme lors de la guerre? Tout d'abord, Jackie Durand nous propose non seulement une histoire captivante, intéressante, mais aussi une histoire qui relate de faits réels. Donc, en parlant de faits réels, je parle de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des conditions des femmes dans les années 40. Donc on est plongé dans l'histoire de Marguerite, qui est une femme au foyer, qui a la vingtaine. Donc elle est... de par l'absence de son mari, on va suivre un peu sa solitude dans son foyer. On évoque aussi quelque part les femmes qui, elles, sont tombées amoureuses d'hommes nazis. Et oui, et dans son livre, Jackie Durand met en valeur les pouvoirs de la femme en évoquant, de par le personnage principal Marguerite, les femmes qui se sont battues pour la résistance française. Et en allant vers le point de vue de Perrine, on veut montrer les femmes fortes, les femmes courageuses qui ont remplacé les hommes au quotidien et qui sont pour la plupart devenues munitionnettes, postières ou bien encore infirmières. Merci beaucoup. Est-ce que Djibril, tu pourrais nous évoquer ton passage préféré dans celui qui t'a le plus marqué dans l'œuvre de Marguerite? Donc pour revenir sur ce que nous avons dit, ce livre nous a beaucoup marqué, et ce notamment par son début. La première scène, elle est très touchante, elle est très émouvante. Elle est très touchante et très émouvante, car on apprend la tonte des cheveux de Marguerite, ce qui est très humiliant. Cette scène nous met un avant-goût au niveau de l'histoire et nous permet d'apprendre de savoir qu'on va avoir une histoire riche en émotions et pleine de rebondissements. Ce livre, la première scène va être racontée pour raconter la tante de Marguerite à cause d'une relation avec un Allemand qui va lui coûter cette humiliation. Cette scène révèle une profonde souffrance. Merci à toi. Est-ce que pour clôturer cette prise de parole, Arthur, tu pourrais nous donner l'avis général du groupe à propos de Marguerite? Oui, alors selon nous, Marguerite est un livre d'une originalité particulière qui se différencie des autres livres de la collection Folio. Alors en effet, sa scène d'exposition est en qualité la fin de l'histoire, ce qui nous donne un avant-goût sur l'aventure que va parcourir la jeune femme. De plus, pour les lecteurs qui sont passionnés par l'histoire de la guerre et des droits des femmes, ce livre met en avant Ce livre contient des passages poignants de la vie d'une femme durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, cet ouvrage nous ouvre les yeux sur les sentiments que peuvent avoir les humains malgré les difficultés et les interdictions qu'ils peuvent rencontrer. Pour nous faire un lien avec certains éléments qui se passent de nos jours dans le monde. Alors, comme mes camarades vous ont dit, Marguerite est un livre qui aborde sous un nouvel angle l'amour et la tendresse respectueuse dans le contexte de la guerre. Je vais maintenant appeler mes camarades du livre Il est des hommes qui se perdent toujours. On vous emmène parler du livre Il est des hommes qui se perdent toujours de Rebecca Vigieri. Alors tout d'abord, Léo, pourrais-tu nous présenter l'histoire globale du livre? Dans Il est des hommes qui se perdent toujours, Rebecca Vigieri nous plonge au cœur d'une cité marseillaise. Au temps des années 80, nous allons suivre l'histoire de Karel Claes, qui est un jeune homme essayant tant bien que mal de se reconstruire malgré une enfance compliquée. De plus, il a été maltraité et abandonné par son père, donc il a toujours vécu dans la terreur et dans l'abandon, mais abandonné pas totalement, car sa mère les a toujours essayé de garder ses enfants sous son aile et simplement de les protéger de son mari violent. Je dis bien les, car oui, Karel a la chance d'avoir une petite sœur du nom d'Enrica,
et un petit frère du nom de Mohand. De plus, pour revenir sur son père, nous savons dès le livre que celui-ci a été assassiné, ou du moins est décédé. On ne sait pas encore les circonstances, mais on découvre ce passage avec la phrase « Qui a tué mon père ?» Secouriste du futur nous laissera donc du suspense jusqu'à la fin de cette histoire. Ainsi, je vous laisse découvrir de par vous-même l'évolution des personnages, les valeurs transmises ou encore les thématiques abordées qui pour moi sont très pertinentes et qui en valent le détour. Mathis, pourrais-tu nous présenter l'auteur de cette histoire? Alors, Rebecca Alighieri, de son vrai nom Emmanuel Bayanaktam, est née le 16 mars 1966 à Marseille et grandit toute son enfance là-bas. Avant d'écrire le livre que nous avons étudié, donc avec le Folio, elle a écrit de nombreux livres et de nombreux romans, comme par exemple Si tout n'a pas péri avec son innocence, où en 2013, elle gagne son premier prix, le prix Ouest France. Dans la même année, avec le même livre, elle gagne aussi un autre prix, le prix Alexandre Vialet. En 2018, son roman Arcadie est sélectionné pour plusieurs prix et il est élu lauréat du prix du livre inter. En 2020, sa pièce de théâtre à l'abordage est mise en scène par Clément Poiret et jouée au théâtre de la Tempête à Paris. Elle a écrit aussi des romans noirs, comme par exemple Il y a des hommes qui se perdent toujours, sous le pseudonyme de Rebecca Alighieri. Raphaël, quels sont les personnages principaux du livre? Donc, je vais commencer par vous parler de Karel, donc c'est le narrateur. Il est l'aîné de sa fratrie, le seul de sa famille à poursuivre ses études. Il s'accroche à être aide-soignant dans l'espoir de devenir un jour infirmier. Il désespère de la vie qu'il mène dans laquelle il grandit et n'est pas sûr de pouvoir en sortir. De plus, il porte en lui l'angoisse d'avoir un peu de la perversité paternelle suite à un accident d'une pulsion alcoolisée qui chamboulera la vie de la jeune Gabrielle, mais également son existence fragile qui tente de se construire. Sa vie sexuelle en sera également très marquée. Donc je vais entendre parler de la fratrie de Karel. Donc on va commencer par Hendrika, sa petite sœur, qui est très jolie, qui devient quant à elle une actrice reconnue, vivant dans les à l'étranger. Elle sera toujours présente pour ses frères, mais ne plus rien avoir à faire avec la cité, ses parents intimes et drogués, la misère. Malgré tout, elle a pour projet de réaliser un film racontant leur histoire. Je vais entendre parler de Mohand, donc c'est le benjamin de la fratrie. Handicapé, chétif, il est le souffre-douleur de son père et le grand amour de sa mère qui l'aime mais mal. Très intelligent, sa laideur, sa disgrâce physique, sa fragilité contribuent à une forme de séduction. Confiant, il devient un petit caïd, fier, volontaire et courageux. Il soutiendra toujours sa mère dans sa déchéance et sera le seul. Leur lien est malsain mais très fort. Je vais entendre parler des parents de Karel. Donc on va commencer par Karl, le père. Traîne ses enfants de casting en casting, il rêve de sortir de la pauvreté, de toucher le jackpot. Il se détruit et détruit ses enfants, notamment Mohand, son souffre-douleur, qu'il martyrise. Il finira tué à coups de pierre sur une décharge. Lubna, la maman, toxicomane, entretient une relation amoureuse avec son mari. Indifférente à ses aînés, elle porte un amour obsessionnel pour Mohand. Sa déchéance de la jeune Kabyle, jolie et joyeuse à la veuve abîmée, sera considérée par ses enfants comme dommage, mais Mohand sera le seul qui continuera de venir la voir après avoir quitté le domicile familial. Je vais entendre parler de Cheyenne. Donc Cheyenne, c'est une jeune fille du clan de Gitan qui sera la maîtresse et l'amoureuse de Karel, amoureuse exclusive et possessive, qui partira lorsque le mal de Karel et l'accident de Gabriel influencera trop fortement sa vie sexuelle et sa vie de couple. Karel regrettera leur relation de confiance et l'impression de sécurité que Cheyenne procure. Louison et Shaima, je vous laisse désormais la parole pour nous parler des thématiques du livre. Ce livre aborde de divers sujets, tels que les violences domestiques, la mort, la paternité ou encore l'handicap. On retrouve dans ce livre différentes violences domestiques commises par le père Karl. En effet, Karl étant pervers et drogué, fait subir à ses enfants des violences, des coups brutaux et de la manipulation. On le remarque quand il oblige ses enfants à réaliser des castings pour gagner de l'argent, ou alors on les tue en violence envers son fils Mohand. L'enfant constamment mis de côté. Il prend notamment sous emprise sa femme et la manipule en effectuant un cycle perpétuel toxique.
Nous venons d'évoquer le sujet des violences. Nous pouvons maintenant parler de celui de la mort, qui revient à plusieurs reprises, comme lors du chapitre de la vie de Marie. Lors de ce chapitre, Karel nous évoque une anecdote de son enfance ayant le souhait de voler. Ce souvenir nous évoque une réalité plus brutale, la tentative de suicide de la mère. En effet, elle tente de voler du 4e étage, mais a survécu. De plus, nous sommes confrontés encore une fois à la mort avec celle du père Karel. Vous avez évoqué des sujets brutaux, mais y en a-t-il des plus joyeux? En effet, on peut remarquer des sujets plus joyeux, tels que la fraternité, comme lors du dernier chapitre Music of Life. Lors de ce chapitre, on est exposé à une scène d'amour où toute la fratrie est réunie sur une colline pour discuter, rire ou même être complices. De plus, tout au long du livre, on remarque une évolution des relations entre les personnages, puisqu'au début, Karel est limite dégoûté de son petit frère Noam, tandis qu'à la fin, ils sont complices et même soudés. Et pour finir, on remarque également que, étant petit, Karel était déjà très protecteur et aimant vers sa petite sœur Henry. Mais moi, en étant petit, il n'était pas proche de ses frères et sœurs. Il était même rejeté par Wayne à son handicap. On peut voir dans une partie du livre qu'il subit des insultes et moqueries par son père. Comparé à ses frères et sœurs, il est l'enfant idiot. Comme Karel le dit dans un passage, je cite, dans ses bons jours, mon père l'a pour lui. Mais des bons jours, il en a fait, ce qui fait qu'il est généralement l'idiot, le dingo, le triso, le gogol, le singe pour ton fils, en fait, à sa mère. Tout au long de cette lecture, on peut voir que le monde subit un certain mépris envers lui, mais on voit vers la fin qu'en grandissant, qu'il est plus solidaire avec ses frères et ses sœurs. Au début du livre, on remarque que les personnages sont voués à l'échec, avec un cadre de vie instable et un père violent. Mais au cours de l'histoire, on peut voir que les personnages arrivent à se construire avec un bon cadre de vie et un métier qui les mène à leur réussite. J'ai donc remarqué une évolution des personnages tout au long de la lecture et c'est pour ça que j'ai aimé. On peut retenir que cette histoire est très touchante et qu'il faut avoir le cœur accroché pour parcourir ces pages. Je laisse désormais la place à mes camarades pour de celles et des filles. Alors, avec mes camarades, Mathilde, Léonore, Romain et Laurette, nous allons vous parler du livre De sel et de fumée, un livre à la fois piquant et poignant. Agathe Sambor est née en 1994. Elle a grandi à Besançon, puis à Toulouse et Bordeaux avant de s'installer à Paris où elle travaille aujourd'hui en tant que juge. C'est pour ça que Sambor est son nom de plume. À 25 ans, elle envoie par courrier à plusieurs éditeurs le manuscrit de son premier roman, De sel et de fumée, qui sera publié dans la collection blanche de Gallimard en janvier 2021. Nous avons eu la chance de la rencontrer à Lille en mars et nous avons pu échanger avec elle sur son roman. Sa littérature chrétienne avant tout, la finitude, les sentiments, l'amour et la perte. L'histoire a du style, une maturité et des thèmes étonnants pour une auteure de 27 ans. Agathe Sambor retrace ses souvenirs errants de Samuel dans son roman, une chronologie chaotique qui bondit comme des souvenirs. Alors Laurette, toi qui as beaucoup apprécié cette histoire, est-ce que tu nous pourrais nous plonger dans son univers? Samuel raconte son histoire avec l'amour, le désamour, le sexe après l'amour après la mort de Lucas. Samuel, une bourgeoisie de gauche éduquée dans un milieu populaire, étudie à Sciences Po. La manif pour tous des filles. Lucas, très engagé aux côtés des antifas, descend dans la rue avec son bandana rouge au milieu des filles jeunes. Il est blessé lors d'une bagarre et ne survit malheureusement pas. Samuel se souvient alors de Lucas, de leur rencontre, de leur hésitation, du désir fou, de la musique et des violences. Agathe Sambor va dès lors faire d'incessants flashbacks, racontant les jours durant lesquels ils se sont côtoyés, apprivoisés, amis avant de devenir amants. Puis la passion a tout emporté, laissant les deux hommes abasourdis, avant que ne viennent s'initier les instants de doute et d'incompréhension qui vont ronger leurs relations. Il faut dire que Samuel peine à choisir entre la femme qui continue d'aimer et l'homme qui partage désormais son lit. Il faut dire que Lucas ne dit pas non aux avances de Mélanie, une bisexualité qui fera des ravages et qui, dans le regard des autres, sonnera comme une condamnation. C'est marrant car ces deux hommes n'ont rien pour s'entendre mais tout pour se plaire. Ils tombent amoureux et c'est un amour hérissé de violence et de tendresse qui laisse sur les lèvres un goût de sel et de fumée. Merci à toi. Est-ce que Romane, tu peux nous faire part des thèmes abordés dans ce livre?
La relation de Samuel et Lucas était composée de sang et de larmes, de désir et de trahison, de sel et de feu. Agathe Saint-Maur use des métaphores si intenses, toujours plus profondes, dans le but de plonger le lecteur avec elle. Ainsi, De sel et de fumée est une ode à l'amour, au lyrisme chacun. Dans chaque chapitre, chaque partie de cette histoire que Samuel revit est mixée de tendresse et de violence. Dès les premières pages, nous apprenons la mort de Lucas. Une absence soudaine et violente qui reste pourtant si vivante dans l'esprit de Samuel. Samuel nous livre ses pensées dans le désordre. Il développe d'abord l'histoire de leur relation amoureuse en ne s'imaginant pas que Lucas ne franchira plus jamais la porte avec des poissons à la main pour se faire pardonner. Samuel nous révèle aussi ses pensées qui se bousculent, avec des idées philosophiques sur la vie et la mort, la naissance des sentiments, la découverte de l'autre, les désirs, les trahisons, les jalousies, l'amour et le désamour, les cicatrices de la vieillesse. Finalement, tout sauf les décès de Lucas. Ainsi, De sel et de fumée est un roman intense et bouleversant, qui nous emporte et qui nous fait prendre conscience que les moments de bonheur ne sont pas simplement des instants vécus, mais des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans notre vie. Alors maintenant, je pense que nos auditeurs, les cibles, doivent connaître plus sur les personnages. Est-ce que tu pourrais les éclairer, s'il te plaît, Mathilde ? Alors oui, effectivement, comment présenter ce livre sans parler des personnages? Alors en effet, ce roman est composé de beaucoup de personnages aussi passionnants que surprenants les uns les autres. Et Lucas et Samuel nous montrent cela sur bien des égards. Opposés sur bien des abords et pourtant bel et bien amoureux l'un de l'autre, Lucas et Samuel étudient donc tous les deux à Sciences Politiques à Paris. Lucas est issu d'un milieu modeste en province. Il étudie à Sciences Politiques et il mène une lutte au sein des Antifas à Paris. Tandis que Samuel est un jeune homme issu d'une bourgeoisie parisienne, de confession juive, et c'est un jeune homme timide et intelligent. Beaucoup de personnages vont par la suite se succéder tout au long du roman, comme par exemple Mélanie ou Victoire, les deux ex-petites amies de Samuel ou Lucas. Ces deux jeunes filles vont être très influentes tout au long de l'intrigue. En effet, Samuel ne va cesser d'hésiter entre Lucas ou Victoire, et Lucas à son tour entre Samuel ou Mélanie. Et Samuel va également avoir beaucoup de bribes de souvenirs, notamment envers Victoire, tout au long du roman. Et cela va beaucoup impacter la relation entre les deux héros, et à travers cela également la relation avec le lecteur. Ensuite, une personne est également indispensable à ce roman, et bien c'est Marion. Marion qui est la meilleure amie de Lucas et Samuel. Pourquoi elle est si importante? Et bien parce que c'est elle qui va être en première au courant de la relation qui unit les deux jeunes hommes. C'est elle qui va donc faire la part des choses entre l'amitié et l'amour qui unit désormais ces deux meilleures amies. Et pour finir, nous avons Théo. Théo qui est un des amis de Lucas, qui va être à ses côtés dans sa lutte au sein des Antifas. Théo est un jeune homme cliché et caricatural, des personnes qui prétendent ce qu'elles ne sont pas. Et il va nous apprendre qu'une chose est bel et bien commune à tous les couples, c'est la jalousie, qui va d'ailleurs beaucoup impacter Samuel tout au long du roman. En conclusion, nous pouvons donc dire que tous ces personnages vont créer un livre passionnant, jonché de thèmes d'actualité, le tout au cœur d'une intrigue, qui rend l'histoire très intéressante et qui nous mène dans des univers très lointains. Merci à toi. Est-ce que Laurette et Romain, vous pouvez nous faire part de vos ressentis à propos d'un passage de ce livre? Alors justement, je n'ai pas pu m'empêcher d'être saisie par l'intensité du moment où Samuel apprend la mort de Lucas. Grâce à ces instants, j'ai très vite compris que ce livre ne traitera pas seulement de l'amour, mais aussi le deuil, puisque Samuel devra faire face à la mort de Lucas, à la douleur de devoir vivre sans son amour, et de cette fatalité. Ainsi, ces moments m'ont permis d'être saisie par cette histoire. Les souvenirs appellent alors la remémoration de leur histoire, des moments charnières de leur relation tumultueuse, de la violence de leur rupture, au coup de foudre et à l'attirance irrésistible qui les attrapait. Finalement, des doutes initiaux à l'amour qui a d'abord fusionné. Merci à vous. De cette manière, cet ouvrage nous permet de découvrir une auteure sur qui nous pourrons désormais compter. Merci à vous. Est-ce que Léonie, tu peux nous dire un passage qui t'a marqué? Samuel nous dit « Je sais en tout cas à présent que l'amour est un poisson rouge et qu'il faut parfois accepter des idées de bocal.
Cette réflexion de Lucas est très intéressante. Oui, en effet, elle l'est, puisqu'il nous montre, Lucas nous montre que il faut parfois, avec l'amour, accepter de laisser tomber, accepter de passer à autre chose et donc de à nouveau remplir le bocal. Cette réflexion est dure, mais bel et bien réelle, puisqu'elle est comme une leçon de vie. Elle nous montre qu'il ne faut pas rester bloqué sur un seul instant, un seul aspect de notre vie, mais bel et bien s'ouvrir à autre chose et découvrir de nouvelles aventures, faire nos propres expériences. Pouvez-vous nous donner un avis sur cette thème? Pour notre part, nous avons adoré ce roman. C'est un roman passionnant, une histoire d'amour et de mort, magnifique et bouleversante. Dans celui-ci, le thème du deuil est très intense. Le deuil de cette passion grisante des premières fois. Première dispute, première réconciliation, premier baiser, première fois, première présentation. Ce roman est un véritable coup de cœur pour nous tous. De Sel et de Fumée est donc un livre rempli de passion et de tourments. Il vous permettra de mettre du sel dans votre quotidien grâce à l'amour flamboyant entre Lucas et Samuel. Grâce à eux, vous comprendrez que rien ne part jamais complètement fini. J'appelle désormais les camarades du livre Le Sanctuaire. Nous allons désormais parler du livre Le Sanctuaire de Lorraine Roux. Je vais commencer par toi, Baptiste. Pourrais-tu nous présenter l'auteur de ce livre? Bien sûr, notre très chère autrice Lorraine Roux est née en 1978. C'est une romancière française, écrivaine, mais aussi professeure de lettres dans les Hautes-Alpes. Elle a déjà 3 romans de style post-apocalyptique à son actif, notamment Le Sanctuaire, son deuxième. Le roman post-apocalyptique a un style plutôt dramatique, se situant après une catastrophe ayant décimé la population. Dans notre livre, c'est une épidémie. Son travail a été récompensé par de nombreux prix, notamment le Grand Prix de l'Imaginaire obtenu avec ce fabuleux livre Le Sanctuaire. Jade, pourrais-tu nous présenter l'histoire globale du livre? Comme le dit Baptiste, ce livre est un livre post-apocalyptique. Le Sanctuaire, une zone montagneuse et isolée dans laquelle une famille s'est réfugiée pour échapper à un virus transmis par les oiseaux et qui aurait balayé la quasi-totalité d'un retour à la vie normale. Gemma, elle, n'a rien connu de tout ça. Elle est née dans le sanctuaire et elle vit pleinement cette vie. La maman, Alexandra, aime tant ses filles et leur raconte souvent la vie d'avant, les amis, les rencontres, la société. Le père, quant à lui, veille sur sa famille nuit et jour. Maë, pourrais-tu nous présenter l'histoire du livre, l'intérêt? L'intérêt du livre, essai. L'intérêt du livre est qu'il est, certes, aborde un terme classique, le post-apocalyptique, mais d'une façon originale. Les personnages, souvent dans le post-apocalyptique, les personnages doivent d'abord trouver un refuge. Ici, le refuge, ils l'ont. Ils ont aussi une économie qui marche, ainsi qu'un principe que chacun fait ce qu'il peut. Ce qui est assez rare dans les livres post-apocalyptiques. De plus, l'intérêt du livre, c'est que le personnage évolue pas toujours dans le bon sens. Il y en a qui évoluent dans le bon sens, comme Gemma, le personnage principal, mais aussi dans le mauvais sens, comme son père. Et on peut aussi voir que le livre a été assez inspiré depuis en 2020 par l'épidémie de Covid-19. Et Lohan, pourrais-tu nous présenter les débats abordés à travers ce livre? Les débats qui sont abordés dans le livre Le Sanctuaire, j'en ai bien plusieurs idées, notamment pour commencer le fait que Gemma soit quelqu'un de curieux. Alors oui, Gemma est dotée d'une curiosité sans faille, elle cherche toujours à aller plus loin, à dépasser les limites que son père lui impose, elle cherche à transgresser ce que son père lui dit. Il lui dit que c'est dangereux, qu'elle ne doit pas aller là-bas, mais pourtant elle cherche à aller voir au-delà du sanctuaire où elle est enfermée. On peut même se demander si cette curiosité n'est pas dans le fond un peu morbide, parce que malgré tous les avertissements qu'on lui donne de ce qui peut bien se cacher derrière ce sanctuaire, elle cherche toujours à essayer d'y aller, malgré les interdictions qu'on lui donne. On peut aussi se poser la question de est-ce que son père est un bon ou un mauvais père, car il peut presque paraître bipolaire sur certains points. Il cherche à protéger sa famille, il est attentionné envers sa famille, ses enfants, sa femme, mais il est aussi parfois très tyrannique, il va imposer des limites qui ne sont pas forcément nécessaires à sa famille,
il va tout faire pour que l'on le considère comme le dieu de sa famille et qu'on puisse vivre sans lui, alors que ce n'est pas le cas. Et on peut aussi aborder depuis ce sujet-là le débat de pourquoi son père lui ment. Parce que oui, le père de Gemma lui ment, et ce régulièrement. Il ne l'avoue pas, mais il lui ment pour lui cacher la vérité, lui cacher l'existence d'un monde vivable en dehors du sanctuaire. Lina, pourrais-tu nous présenter quelques points positifs du livre? En effet, Le Sanctuaire de Laurine Roux est un roman saisissant qui présente de nombreux aspects positifs, notamment l'atmosphère immersive. Laurine Roux parvient à créer une atmosphère captivante et envoûtante, dotée d'une écriture poétique et évocatrice. Elle transporte les lecteurs dans un monde mystérieux et intrigant. Aussi, les descriptions visuelles est riche. L'auteur excelle dans l'art de décrire, permettant au lecteur de visualiser tout simplement les lieux ainsi que les scènes, et il peut se sentir immergé dans l'univers du livre. L'exploration de thèmes profonds tels que la solitude, la perte, la mémoire ainsi que la nature humaine, Laurine Roux explore avec sensibilité et intelligence, offrant au lecteur une réflexion profonde sur des sujets universels. De plus, le livre a du suspense ainsi que du mystère qui permet de tenir le lecteur en haleine jusqu'aux dernières pages. Après les points positifs, Amine, pourrais-tu nous énumérer les points négatifs? Tout d'abord, j'ai été gêné par le caractère du vieux pervers que je trouve assez déplacé dans le livre. Parfois, nous nous ennuyons car tout d'un coup, nous sommes envahis d'informations, puis soudain, plus rien. Ce livre connaît un manque de finesse. Les personnages sont trop caricaturaux et inutilement endurcis. Des passages qui sont parfois incompréhensibles, comme par exemple à la fin du livre, où la fille se réfugie chez le vieux pervers sous prétexte que sa mère lui dit d'aller se réfugier autre part que chez elle. Donc même si ce livre connaît certains points qui sont assez négatifs, c'est un livre que je vous recommande fortement, et l'histoire de Laurine Roux aussi. On peut retenir que cette histoire est fantastique et qu'elle peut nous rappeler quelques mauvais souvenirs. Vécu son enfance au Sénégal, plus particulièrement à Djibouti. Elle vit actuellement à Lisbonne, au Portugal. Donc, Le Passeur, c'est son premier roman, et grâce à tout son talent, elle a remporté le prix Folio des lycéens édition 2022-2023. Donc, le livre raconte l'histoire d'un passeur de la côte libyenne et ses difficultés. Seyoum est l'un des plus gros passeurs d'Afrique. Il est âgé de 30 ans et il est addict au cat et à l'alcool, ce qui lui donne un comportement violent, cruel, voire des fois même inhumain, car il est prêt à tout pour faire de l'argent. De l'autre côté, nous avons une jeune femme nommée Madia, qui, elle, est très courageuse et est prête à tout pour s'en sortir. Alors, à présent, Pablo Esmaïs, quels sont les thèmes abordés dans ce livre? Donc, tout d'abord, on a le thème de la drogue qui est abordé à maintes reprises dans le livre et dans différents chapitres. Donc, en effet, on l'observe par le passé plutôt dur et cruel qui lui fait consommer beaucoup de drogue. Donc, dans le livre, c'est le 4. Donc, dans le livre, on apprend que le personnage de Seyoum se fait enfermer très tôt dans un camp de réfugiés. Donc, c'est là où est-ce que l'on part en Libye. Donc, c'est un camp où l'on attend les procédures judiciaires. Quand il avait une vie ordinaire, il avait rencontré une jeune fille dont il tomba amoureuse, qui était Madia. Mais la guerre, malheureusement, les a séparés, ce qui a fait donc qu'il a été donc malheureux. Ils sont tout de même liés, ils ont été à nouveau séparés, encore une fois à cause de la guerre. Il essaie donc de migrer clandestinement pour fuir ses problèmes, ce qui fut malheureusement un échec. Le personnage donc principal décide de devenir passeur. Or, cette vie de passeur est une vie plutôt compliquée, rude et cruelle. C'est pourquoi Seyoum va se réfugier dans la drogue. On peut constater donc un aide avant-après lorsqu'il fume. Donc avant de fumer, c'était un homme plutôt aimable, qui exprimait ses sentiments amoureux, avec qui on voulait passer des bons moments. Or, après avoir fumé, il devient violent. Il frappe notamment ses biens, donc son petit cabanon et sa voiture. Il insulte ses amis et à un point à en devenir horrible, voire insupportable, donc de ne plus recroiser son chemin dans le livre, par peur qu'il fasse un autre acte. On pourrait le qualifier de monstre, voire épave dans laquelle il va retrouver et embarquer avec Madia. Dans ce livre, on remarque à de nombreuses reprises que le thème de l'amour est abordé. Les chapitres qui racontent certains souvenirs de Seyoum nous permettent de découvrir les aventures qu'il a pu avoir avec son amour de jeunesse, Madia. Même dans le présent, un événement va perturber le quotidien
du plus grand passeur de la côte libyenne et faire revenir son humanité. Et le faire revenir à cette période. À la fin, le pouvoir de l'amour va l'obliger à reprendre sa vie en main et faire revenir son humanité. On remarque, dès le premier souvenir, dans le chapitre 5, que l'amour qui unit Seyoum et Madia est très pur, que leur complicité est très forte. Malgré la guerre qui les entourait, ils sont restés très unis et ont subi des événements horribles ensemble. Après leur séparation, lors de leur arrivée au camp, Seyoum n'a jamais cessé de l'aimer. Mais malheureusement, notre personnage principal a perdu l'espoir de la retrouver. C'est ce qui lui a causé cette blessure si profonde qu'il s'est retrouvé noyé dans ce monde cruel. Alors maintenant, Élise, y a-t-il des points faibles dans ce livre, des points sensibles? Alors oui, c'est vrai, ce livre possède des points sensibles. On peut évoquer premièrement l'inconfort dans lequel il nous plonge. On a dès le début un environnement sale avec des cadavres ou encore des épaves. Ajouté à cela, il y a énormément de violence et de références à la drogue. De plus, on a le point de vue du personnage principal qui est une personne qui va mal et a un travail inhumain tout en vivant dans des conditions déplorables. Cela nous amène donc à avoir comme une charge à porter. Et le fait que ce début soit aussi sombre et dur peut nous freiner dans l'adhésion au livre. Alors, à présent, Lily-Marie, toi qui as étudié ce livre, toi qui l'as élu, quels sont les points forts de ce livre? Donc, oui, ce livre possède de nombreux points forts. Tout d'abord, l'autrice a fait le choix original et audacieux d'un personnage à la fois repoussant et dégoûtant. Du point de vue de la construction, ce livre possède de nombreux retours en arrière qui nous permettent de mieux comprendre le passé de Seyoum et comment il a pu en arriver là. Enfin, ce livre évoque de nombreux sujets actuels tels que l'immigration et la condition de vie des migrants lors des traversées ou encore la dictature en Libye, ce qui renforce le côté émouvant de ce livre et c'est pourquoi on vous recommande vivement de le lire. Pour finir, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous aura donné des idées de lecture pour cet été. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à Madame Kiken, à Madame Delton, à Marine et à Monsieur Kion de s'être déplacés et de nous avoir venus jusqu'ici. Merci beaucoup à la médiathèque de Valenciennes de nous avoir accueillis. Merci aussi beaucoup à Madame Alexandre de s'être déplacée juste pour nous écouter. Et on vous souhaite une bonne journée. Je voulais tout simplement excuser Mesdames Alexandre qui n'a pas pu être parmi vous aujourd'hui. Voilà. Et je vous dis bravo à tous. Vous avez vraiment fait en sorte que la ville soit fière de lui. Merci. Bravo. Maintenant, je voudrais passer un petit message. C'est l'anniversaire d'une camarade à nous. Madame Mélisses. Elle est là. On vous souhaite un joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Gabriel. À la médiathèque de Valenciennes et nous allons vous demander actuellement l'avis des gens. Alors, pourriez-vous nous donner votre avis sur le spectacle que nous venons de donner? C'était formidable. Parlez dans le micro, s'il te plaît. Parle dans le micro, s'il te plaît. C'était vraiment bien, formidable. Ok. C'était vraiment une belle expérience. Et toi, Mathis, présenter. Un bail. Pourrais-tu nous parler de ce que tu viens de vivre et de l'expérience que tu as gagnée? Bah, c'est une expérience c'est formidable de pouvoir parler devant du public, devant des gens que je connais pas. Franchement, c'est tranquille. Quoi coup. Moi j'ai bien aimé et voilà quoi. Pourrais-tu nous parler de ce que tu as ressenti lors de cette présentation, l'expérience? C'était une présentation très émouvante qui m'a beaucoup plu et je serais fière de le recommencer. Voilà. Moi j'étais contente parce que c'était trop bien et Madame Kiken. Elle est zoomée de fou. Madame Kiken elle est trop gentille. Arrête, Madame Kiken a été trop gentille. Merci. Ah mais en fait depuis tout à l'heure c'est zoomé de fou. Merci Madame Kiken. Sur ce que vous m'avez dit,
madame, dans le micro. Ce que je viens de vivre, beaucoup de joie, parce que c'est l'accomplissement d'une année de travail. On en avait rêvé, mais vous l'avez fait, et je suis tellement fière de chacun, mais vraiment chacun de vous.